Nicolas Casambril, bienvenue sur Weird Sauce. Est-ce que vous auriez l'obligeance de vous présenter pour nos auditeurs? Je suis Nicolas, je suis journaliste et auteur d'essais. Je suis également doctorant en anthropologie à l'université de Ratisbonne en Allemagne. J'ai émigré à Berlin il y a à peu près 13 ans. D'accord. Et donc, je vous ai connu par l'intermédiaire d'une interview de Blast qui est assez récente, qui est un média français pour les auditeurs qui ne savent pas ce que est ce média. Et donc, vous avez parlé dans cette interview d'un livre que vous venez de sortir qui s'appelle Imposture à temps complet. Et donc, j'aimerais bien que vous me parliez de quoi parle ce livre, hein, et ensuite, on va un petit peu élaborer sur ce que ça peut impliquer sur la situation dans laquelle on est, à la fois le post-Covid, si on est vraiment post-Covid, et puis la société en général. Imposture à temps complet, c'est un essai que j'ai écrit ces dernières années, qui a été publié au début de cette année, et qui part surtout de mes expériences personnelles de bullshit job. Alors, bullshit job au sens de l'anthropologue David Graeber, qui parle de bullshit job en disant que c'est les boulots dont ceux et celles qui les occupent considèrent comme étant complètement inutiles. Et mon livre part d'une expérience que j'ai vécue où j'étais chargé par une grosse organisation d'aide internationale. J'étais chargé de créer un programme de formation en blended learning pour former des multiplicateurs et multiplicatrices de data journalisme. Et bon, l'intitulé veut pas dire grand-chose. Et ce qui était intéressant dans cette mission, c'est que non seulement l'intitulé veut pas dire grand-chose, mais ça on peut le comprendre, mais c'est surtout que tout au long de la mission, mes collègues ont refusé d'admettre que le titre de la mission n'avait aucun sens, et tout le travail que je pouvais effectuer était toujours soumis à cette espèce de non-sens où il fallait absolument former des multiplicateurs et multiplicatrices de data journalisme en blended learning, même si ça ne veut rien dire. Et donc, partant de ce constat-là, j'ai essayé de mener l'enquête et pour comprendre pourquoi il y avait autant de tâches dans notre société qui étaient rémunérées, alors que même en menant l'enquête, en essayant de comprendre à quoi ces tâches servaient, c'était très difficile d'arriver à la conclusion qu'elles servaient à quelque chose. Donc voilà, l'enquête est ensuite déroulée dans le livre. Et j'invite évidemment tous ceux et celles que ça intéresse à le lire. Alors donc, il va falloir lire le livre pour savoir quelle est votre conclusion et votre vue là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est déjà d'emblée, puisque c'est un sujet assez intéressant et qui nous concerne tous en fait, parce que ou on a un bullshit job soi-même, ou bien on en connaît des tonnes, ou bien on se demande si certains n'ont pas justement un bullshit job, donc c'est pour ça que ça marche jamais. Donc, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est quoi déjà un data journaliste? Alors, si on traduit ça en français, c'est que c'est un journaliste qui est spécialisé dans quoi? Et ensuite, les multiplicateurs de data journalistes. Alors, peut-être vous allez peut-être pouvoir m'expliquer ce que c'est, parce que j'ai du mal. Alors, un multiplicateur, bon, ça va, je pense que je comprends. Mais dans la réalité des choses, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça, c'est là où on est dans le bullshit justement, parce que ces termes sont très difficiles à définir. Alors on pourrait en discuter, on pourrait sans doute arriver à trouver une définition qui tienne la route. Mais sur chacun de ces termes, que ce soit data journalisme, c'est quand même, donc là c'est une espèce de spécialité du journalisme où il s'agit de d'utiliser l'informatique pour faire du journalisme. Mais c'est une définition qui est très vague et où il n'y a pas de consensus dessus. Et c'est la même chose sur blended learning. Il y a des gens qui utilisent le terme, mais il n'y a pas de consensus dessus. C'est pareil aussi pour ce que c'est qu'un multiplicateur quand on parle de formation. Et ce qui était très intéressant dans la mission que j'avais, c'est que justement, tous les termes de l'intitulé n'étaient jamais définis et même il était hors de question pour l'organisation d'admettre qu'il n'y avait pas de consensus sur la définition des termes. Et donc,
Quand on met tout ça ensemble, ça devient complètement impossible pour l'employé chargé d'accomplir la mission, ne serait-ce que de comprendre quel est l'objectif de la mission. Et quand on n'a pas d'objectif, ça devient impossible de faire un travail concret. Et comment vous expliquez que ces termes-là sont des termes anglais? On peut même pas dire des anglicismes, parce qu'en fait, c'est le terme anglais qui est complètement repris avec même quelquefois un sens sémantique qui n'existe pas dans une autre langue. Par exemple, le blended learning, pour traduire ça dans un concept français ou francophone, ça va être très très dur. Donc comment vous expliquez qu'il y a une espèce de vague depuis des années, particulièrement dans certains domaines de travail, où on utilise complètement non seulement les mots, mais derrière on a l'impression on utilise toute la culture que ces mots-là dont ces mots-là proviennent. Comment vous expliquez ça avec tout ce que vous avez fait comme recherche sur les bullshit jobs? D'ailleurs, le terme même bullshit job, on n'a pas trouvé l'équivalent, enfin un métier inutile, je crois que c'est même pas suffisant à couvrir cette expression-là. Donc, qu'est-ce que vous avez découvert, vous, pendant votre recherche, qui pourrait un petit peu nous expliquer comment on en est arrivé là? Déjà, ouais, sur le terme bullshit job, c'est très dommage qu'on n'ait pas de concept équivalent en français, parce que le concept de bullshit en anglais est assez bien défini. Ouais, Il s'agit de charlatanerie en réalité en français, donc on pourrait parler de boulot de charlatan. Et d'ailleurs, l'étymologie de bullshit vient de l'ancien français. En ancien français, on avait un mot qui était boléor, qui voulait dire à peu près charlatan. C'est ça qui a donné le boule de bullshit. Mais pour revenir à votre question, pour moi, la raison pour laquelle on utilise des mots vides de sens, c'est justement pour habiller l'absence de mission d'une organisation. Donc, moins en tant qu'organisation ou en tant que manager dans cette organisation, moins on a de missions claires, plus on va avoir besoin de masquer cette absence de mission. Et donc, c'est là que tous les mots sans définition deviennent très utiles, parce qu'on peut les utiliser sans aucun risque de dire quelque chose de faux, puisque les mots qu'on utilise n'ont même plus de sens. Et donc on se retrouve dans certains domaines avec des phrases qui sont en général, quand on est en France ou en Allemagne, qui sont à moitié en anglais, mais qui ne veulent strictement rien dire. Et on ne peut pas les traduire justement parce que les mots n'ont pas de sens en anglais. S'ils avaient du sens, on pourrait sans problème trouver des traductions plus ou moins heureuses. Mais la raison pour laquelle on utilise ces mots-là, c'est justement parce qu'ils n'ont pas de sens. Et donc, est-ce que vous avez, pendant le temps où vous étiez vous-même dans un bullshit job, entre guillemets, et où vous côtoyiez des gens qui faisaient plus ou moins des bullshit jobs, est-ce qu'il y avait des moments où, par exemple, j'imagine que vous aviez beaucoup de meetings, etc., parce que ça, c'est le cas de beaucoup de gens, des meetings vides, enfin complètement hors sol, où il se passe rien, mais enfin bon, ça, c'est quand même chronophage, etc. Donc, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est est-ce que vous avez quand même rencontré des gens qui étaient tout à fait conscients d'être dans un système kafkaïen hors sol et complètement insensé? Ou alors, mais les gens qui sont dedans ne sont même pas conscients d'être dans un truc qui n'a aucun sens? C'est précisément la raison pour laquelle j'ai voulu écrire ce livre, parce que donc, le concept de bullshit job, c'est quelque chose qui a été mis sur le devant de la scène par un anthropologue américain qui s'appelle David Graeber, et qui lui définit les bullshit jobs comme étant les boulots dont ceux et celles qui les occupent pensent qu'ils sont inutiles. Or moi, ce que j'ai constaté, c'est que justement dans l'organisation où j'étais en tout cas, il y avait plein de gens qui faisaient des boulots dont l'utilité n'était pas démontrée, mais qui n'en avaient pas conscience. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment pousser la réflexion au-delà de ce qu'a commencé Graeber, en se disant, mais comment expliquer que des gens peuvent ne pas avoir conscience de faire un travail inutile. Alors moi, dans mon cas précis, donc dans cette grosse organisation qui comptait plus de 300 employés et puis des milliers en comptant les indépendants, j'ai rencontré précisément en 2 ans 2 personnes qui ont admis que le travail de l'organisation n'était pas évident à saisir et savoir si l'organisation produisait quelque chose était qui ont admis qu'il n'était pas certain que l'organisation produise quoi que ce soit. Mais donc tous les autres
semblaient complètement convaincus quand ils utilisaient ces mots absolument vides de sens. Alors, ce qui est très bizarre, c'est qu'on a l'impression quand on parle d'une machine à gaz, alors, bon, dans un sens, c'est très drôle, si on le prend au premier niveau, parce qu'on se dit, ouais, d'accord, bon, ok. Mais en même temps, on se dit qu'à échelle, ça devient le truc vraiment qui fait extrêmement peur. C'est-à-dire que si on a des pans entiers de la société et des domaines entiers de la société qui sont habités même à, on va dire, à, je sais pas, à 50%, à 20% de gens qui font des choses inutiles, mais qui sont payés et qui donc construisent encore d'autres choses inutiles derrière, etc., etc., on a l'impression que tout d'un coup, on est devant une vraie machine à gaz qui va à un moment donné forcément produire quelque chose de dramatique à échelle. Et sachant qu'aussi au niveau individuel, il y a aussi des problèmes. Donc j'aimerais bien qu'on sépare le côté on va dire, de la situation d'un individu et de la situation du système dans lequel plusieurs individus vont faire ça. Par exemple, si on prend la crise du Covid, si on prend les crises politiques dans lesquelles on est là. Et donc, j'aimerais bien que vous essayiez de raisonner un petit peu là-dessus pour savoir qu'est-ce que vous en pensez de ces deux échelles-là et de quoi on devrait avoir peur ou se préoccuper, parce qu'il ne s'agit pas simplement de faire un constat, mais de se préoccuper en disant, voilà, là, il peut y avoir, hormis la petite anecdote, il peut y avoir un gros problème. Ouais, tout à fait. Et quand vous dites c'est drôle, c'est drôle de parler des bullshit jobs quand on a réussi à en sortir, mais au quotidien c'est absolument pas drôle. Quand on est même, enfin, une situation qui arrive très souvent, c'est quand on est dans une réunion où il n'y a pas d'ordre du jour et on ne sait pas trop pourquoi la réunion a été convoquée, on a autre chose à faire, mais on est quand même obligé de passer du temps dans cette réunion parce que il y a ces supérieurs hiérarchiques qui y sont. C'est hyper désagréable et quand c'est la majeure partie de la journée qui se passe comme ça, c'est extrêmement décourageant pour les salariés. Donc non, je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de drôle au-delà des anecdotes dans les bullshit jobs. Et là-dessus, alors ça c'est quelque chose sur lequel je n'ai pas enquêté parce que j'ai aucune compétence en santé, mais il est tout à fait possible que l'augmentation que l'on constate des maladies, enfin des affections psychologiques liées au travail soit due en partie à ces injonctions contradictoires ou à ce manque de sens, à ce manque de concret dans de nombreux métiers. Alors sur la deuxième partie de votre question, sur les problèmes sociaux que créent les bullshit jobs, là aussi c'est quelque chose sur lequel, à mon avis, il est urgent de réfléchir. C'est que quand on a des secteurs qui sont indispensables à la bonne marche de la société, qui peu à peu s'effritent sous la disparition du sens des métiers, et ben, que se passe-t-il? Et c'est ce qu'on est en train de voir en ce moment. Si les magistrats commencent à avoir le sentiment que leur boulot ne sert à rien, à ne plus, s'ils ont plus de mission, s'ils savent plus ce qu'ils doivent faire au quotidien, qu'est-ce qui se passe dans une société? Et pour ça, il y a un concept qui me semble très intéressant et très utile, qui est celui d'état-mafia, qui a été proposé par un ancien homme politique hongrois qui s'appelle Magyar Balint, qui, alors lui il parlait pas de bullshit job, il parlait de son pays, la Hongrie, mais pour moi ce qui se passe quand on n'est plus capable, enfin, quand on n'a plus les moyens de faire son travail parce que le travail n'a pas d'objectif, parce qu'il n'a pas de mission ou parce qu'on n'a pas les moyens d'accomplir cette mission, c'est là qu'on tombe petit à petit dans le bullshit job. Et concrètement, et ça c'est quelque chose que on a tous vécu justement dans ces réunions sans ordre du jour et sans intérêt, c'est que la seule chose qui nous reste à faire dans ce genre de situation, c'est d'observer ce que fait notre chef et d'essayer de ne pas aller contre lui, parce que, encore une fois, on peut difficilement faire autre chose puisque le travail ne peut pas être effectué puisqu'il n'y a pas de travail réel à accomplir. Et donc petit à petit, au lieu d'avoir des relations qui sont fondées sur le travail qui est fait ou qui n'est pas fait, on a des relations qui sont fondées sur l'acquiescence au chef,
sur la subordination, et donc on se retrouve petit à petit, ce qui faisait l'institution dans laquelle on est disparaît, donc les règles, les objectifs disparaissent, et ce qui reste, ce sont les relations interpersonnelles. Et si on applique ça à l'échelle d'un État, on se retrouve dans un État où les institutions deviennent des coquilles vides, et ce qui reste, ce sont les relations interpersonnelles, exactement comme dans le cas d'une mafia. Et c'est pour ça que le concept d'État-mafia me paraît tout à fait pertinent pour analyser ce qui est en train de se passer dans nos sociétés. Alors, comme vous avez l'expérience de travailler à l'étranger et de travailler dans des contextes différents, quelle est votre lecture de la situation qu'il y a en France par rapport, par exemple, est-ce que c'est un problème uniquement franco-français ou est-ce que c'est un problème que vous retrouvez en Allemagne, que vous retrouvez dans d'autres pays d'Europe ou si vous avez travaillé aux États-Unis ou en Asie? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est spécifiquement attaché à une géographie ou alors est-ce que c'est un phénomène quasi universel? Alors, je pourrais pas parler de phénomène universel parce que j'ai pas travaillé partout et j'ai pas pu mener l'enquête partout. Après, le constat que je fais pardon. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que une organisation qui n'a pas de mission a tendance à produire des bullshit jobs, quelle que soit sa taille, mais aussi quel que soit son emplacement. Je pense que le constat est valide, en tout cas pour les entreprises, les organisations que j'ai connues, à la fois en Allemagne et en France, mais je pense que ça marche dans la plupart des pays. Et donc vous avez pas observé des spécificités, on va dire, culturelles qui font que dans certaines cultures, c'est magnifié ou alors c'est réduit. Parce qu'on pourrait imaginer que comme c'est une culture qui est quand même très influencée par les États-Unis, les modèles de consultants, etc. Rien que le terme consulting jobs, qui apparaît partout. On l'a vu pendant la crise du Covid. Il est même apparu dans la santé, alors que, en tout cas, moi, je pensais que c'était encore un des domaines où le consulting, ça n'allait pas sortir, à part dans la santé privée et encore. Et donc, on s'est rendu compte que là, c'était non seulement ça existait, mais que ça avait une échelle absolument incroyable, en tout cas en France. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y a quand même des adéquations culturelles qui font que dans certaines cultures, c'est encore plus magnifié et que dans d'autres, on a peut-être un phénomène qui est là, mais qui est beaucoup plus petit et donc qui a beaucoup moins d'impact sur la société en tant que telle? C'est possible, c'est pas quelque chose que j'ai constaté, mais après c'est un essai que j'ai écrit. Bon, j'ai mis à peu près 4 ans à l'écrire, mais ça reste un essai, c'est pas un travail académique. Ce serait très souhaitable que les universitaires se saisissent du sujet, mais malheureusement le concept de bullshit job c'est pas quelque chose qui a provoqué beaucoup d'enthousiasme parmi les universitaires. Ça, c'est assez troublant aussi, parce qu'en fait, c'est un phénomène social qui existe. Il doit être, normalement, il doit susciter autant d'intérêt que quelque chose par ailleurs qu'il recherche. Donc c'est vraiment curieux que justement, j'allais vous poser la question, quand vous avez proposé ce livre, est-ce que vous avez eu des problèmes à l'éditer? Est-ce que ça s'est très très bien passé? Parce que c'est quand même un sujet, à part le sujet qu'avait sorti Grébert avant, c'est quand même un sujet très particulier au sens où ça reflète pas un aspect de la société qui est extraordinaire. J'ai pas eu particulièrement de problème, notamment parce que mon éditrice Sophie Caillard est quelqu'un de formidable. Mais ce qui est intéressant en France, en tout cas, c'est que malheureusement, et ça c'est quelque chose que je n'avais pas prévu, le concept de bullshit job est encore plus flou qu'à l'étranger, parce qu'en français, justement, on a tendance à insister sur la deuxième partie du mot bullshit et à confondre les shit jobs, donc les jobs qui sont qui sont très mal rémunérés, très mal vus, avec les bullshit jobs, alors que ça n'a rien à voir. Justement, la plupart des shit jobs sont au contraire très très utiles. Hein. Si on parle de nettoyage, par exemple, on est à 1000 lieues du bullshit job, et malheureusement en France il y a énormément de confusion entre les deux. J'aurais peut-être dû au lieu d'utiliser le terme bullshit job, j'aurais peut-être dû trouver une traduction, mais bon, c'est trop tard.
Et donc, pour en revenir à votre titre, imposture à temps complet, donc l'imposture à temps complet dans une société où ça arrive à plusieurs, dans plusieurs domaines, euh, ce, ce, ce que vous pensez, c'est est-ce que ça peut amener à un échec total de la société à un moment donné? C'est-à-dire que comme il n'y a pas de chiffres, où on s'arrête, on dit bah là il y a trop de bullshit jobs, donc ça y est, c'est plus possible. Comme il n'y a pas de baromètre nulle part qui existe de ce genre de choses, puisque c'est pas mesuré. On connaît le problème de trop mesurer les choses, mais aussi le problème inverse de ne pas les mesurer du tout. Donc à quel moment vous pensez tous ces problèmes-là mergent, enfin se fusionnent en quelque sorte, merging, j'allais utiliser un terme anglais, et donc créent un espèce de machin, pour reprendre un terme politique, qui ne fonctionne plus, quoi, qui vit sur lui-même encore pendant quelques temps, et puis tout d'un coup qui n'existe plus. Est-ce qu'on en est déjà là, à votre avis, sur la société, en tout cas dans la société française? Alors, sur le problème de la mesure, euh, tout le, tous les problèmes soulevés par les bullshit jobs ont tendance à être, en Europe en tout cas, à être vus sous le prisme du sens du travail, ce qui est quelque chose de très traité par les sociologues, mais qui a l'immense défaut ou l'immense limite d'empêcher de voir le côté sociétal du problème. Et donc on se dit, le discours public sur le sens du travail a tendance à être, si le travail n'a pas de sens, changez-en ou trouvez du sens. Or pour moi le problème va largement au-delà de ça, puisque on peut faire un bullshit job sans en avoir conscience. Ensuite sur le problème de la mesure. Donc en effet, je pense que ça servirait à rien d'avoir un baromètre des bullshit jobs. Par contre, je pense qu'on peut assez bien mesurer le phénomène, mais pour ça, il faudrait avoir des moyens que je n'ai pas. À mon sens, si on demande à plusieurs personnes au sein d'une organisation quelle est la mission de l'organisation, si ces personnes donnent des réponses très différentes, on est à peu près sûr qu'on va trouver des bullshit jobs, parce que ça veut dire tout simplement que l'organisation n'a pas de mission. Moi, je me souviens dans cette agence de développement économique dans laquelle j'ai travaillé, donc personne ne savait vraiment à quoi servait l'organisation. Et un jour, j'ai même demandé au lobbyiste en chef de l'agence quel était le mission statement, quel était de m'expliquer en une phrase à quoi servait l'organisation, et il n'a pas su me répondre. Donc je pense qu'on pourrait assez bien mesurer, en tout cas avoir une idée de quelles sont les organisations où les bullshit jobs sont les plus susceptibles d'émerger. Et enfin, sur la dernière partie de votre question, savoir à quel niveau on en est, je pense que malheureusement, on a de très bons exemples de pays ou de sociétés où les institutions n'existent plus en tant qu'institutions, mais n'existent plus qu'en tant que coquilles, qu'en tant que cache-misère, on va dire. Et le meilleur exemple de ces pays-là, à mon avis, c'est la Russie, où les institutions, après la chute de l'Union soviétique, n'ont pas été reconstruites en tant qu'institution, mais uniquement en tant que paravent pour cacher les réseaux de corruption qui prenaient forme dans le pays. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un système où justement les règles écrites, les règles officielles n'ont plus cours, et tout le monde le sait. La seule chose qui importe, ce sont justement les relations interpersonnelles, c'est de savoir qui a le pouvoir. Et c'est comme ça que chacun et chacune décide de comment agir au quotidien. Et la conséquence pour la société, c'est que des concepts aussi importants que savoir si quelque chose est vrai ou faux n'a plus aucune importance. Donc, j'ai pas connaissance de pays européens où on en soit aussi loin, mais très clairement, si la désintégration des institutions et les bullshit jobs continuent à progresser comme c'est le cas aujourd'hui, il est tout à fait possible qu'on arrive à une situation similaire. Et il y a là-dessus un très bon livre de l'historien américain Timothy Snyder qui s'appelle The Road to Unfreedom, je crois, et qui explique bien comment
en parlant lui ne parle pas du tout des bullshit jobs, mais il explique bien comment comment les sociétés européennes et états-uniennes pourraient devenir comme la société russe. Et donc vous pensez, si on fait une expérience, intellectuelle au sens où ce qu'on pourrait traduire en anglais thought experiment, et qu'on se pose la question de savoir est-ce que vous pensez que c'est une cause ou une conséquence, des sociétés dans lesquelles on est, les bullshit jobs? C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, est-ce que vous pensez que vous avez trouvé qu'il y avait un moment donné historiquement où on a basculé, on a commencé à en faire beaucoup? Ou est-ce que vous pensez que ça a toujours été un phénomène, qui existait mais qui était peut-être moins évident parce qu'une échelle plus petite? Moi, je sais qu'en ce qui me concerne, à l'âge que j'ai, qui est différent du vôtre, je me rappelle pas d'une densité aussi énorme. Moi, ayant travaillé dans la science, dans la recherche pendant de nombreuses années, bon, bien sûr, déjà un domaine où il y a moins d'options pour faire du bullshit parce que bon, sinon ça va se voir très vite. Mais en même temps, on a l'impression qu'il y a toute une structure, en tout cas autour de la recherche par exemple, ou autour de la fonction médicale. On s'est retrouvé avec tout d'un coup beaucoup de gens qui commençaient à faire des choses en parallèle. Donc je me demande si vous avez l'expérience, vous, avec l'âge que vous avez, de penser qu'en fait c'était quelque chose qui a évolué ou quelque chose qui date d'il y a, on va dire, une dizaine d'années. Encore une fois, c'est très difficile de trouver une réponse parce que le sujet est très peu étudié par les universitaires. L'hypothèse que je fais, c'est que cette absence d'utilité de certaines tâches ou cette absence de sens du travail, c'est quelque chose qui est aussi vieux que le salariat. Et d'ailleurs, si on regarde des productions culturelles depuis la fin du 19e siècle, on retrouve toujours cette critique de l'absence de sens du travail. Le meilleur exemple de ça, c'est sans doute le film Les Temps modernes de Charlie Chaplin de 1936, où si on le regarde en détail, on s'aperçoit que les usines qui sont filmées dans le film ne produisent strictement rien. Enfin, en tout cas, rien qui puisse être interprété comme quelque chose de concret. Donc non, je pense que les bullshit jobs ont toujours existé, mais la grosse différence, c'est que jusqu'à très récemment, pour celles et ceux qui étaient intéressés par le travail effectué, ils avaient toujours la possibilité de claquer la porte et d'aller chercher du travail ailleurs. Or, ce qui s'est passé à partir de 2008, c'est que avec la crise financière et d'une part une baisse des opportunités pour les travailleurs et les travailleuses, d'autre part une augmentation des charges fixes, en particulier les loyers, mais ailleurs ça peut être, ou pour certains en Europe, ça peut être aussi la dette étudiante. De plus en plus de travailleurs travailleuses se sont retrouvés dans des situations où ils et elles étaient coincés dans des bullshit jobs, dans des boulots qui n'avaient aucun intérêt. Mais à la différence du XXe siècle, ils n'ont plus la possibilité de claquer la porte, et donc on se retrouve avec de plus en plus de personnes qui ont le sentiment de faire des bullshit jobs. Après, quant à savoir si c'est une cause ou une conséquence d'autres évolutions sociétales, je pense pas qu'on puisse répondre à la question sans faire beaucoup plus de recherches, mais je pense que la dynamique qui crée des bullshit jobs est la même que celle qui permet d'augmenter les inégalités. Donc plutôt qu'une cause ou une conséquence, j'aurais tendance à dire que l'augmentation des inégalités et les bullshit jobs sont deux phénomènes qui agissent en parallèle, qui se produisent en parallèle. Alors pour conclure, je vais vous poser une petite question sur l'avenir, puisqu'on rentre dans un temps où il semble qu'il y ait une convergence du digital et de l'humain. Et donc on voit, en tout cas pour les sociétés que je connais bien moi, c'est-à-dire Singapour, qui est une société très technologique, très avancée, on voit que la gestion du Covid, par exemple, a été très technologique. On a eu des applications digitales très vite, des passeports sanitaires très vite, obligatoires, etc., reconnaissance faciale, hein. Et donc là, en ce moment, à l'heure où on enregistre cette interview, c'est le forum de Davos, donc j'ai regardé un petit peu, ils en parlent beaucoup.
Donc on parle beaucoup de l'homme d'après. Alors l'homme d'après qui va être un espèce de fusion entre toute la digitalisation, on va dire économique, pratique, financière, et cetera, et les fonctions humaines. Donc qu'est-ce qui se passe pour le bullshit job qui devient entièrement digital? Alors, et la deuxième question, c'est qu'est-ce que vous avez eu comme expérience pendant le Covid, où vous étiez? Est-ce que vous pensez que ça a amélioré, donc ça a diminué en gros l'impact des bullshit jobs, ou au contraire que le Covid a probablement accéléré la genèse d'autres bullshit jobs auxquels on n'avait même pas pensé avant? Alors, je vais commencer par répondre à votre deuxième question. Sur le Covid, je pense qu'il est trop tôt pour tirer tous les enseignements de la pandémie. De toute façon, on est encore dedans. Mais ce que j'ai trouvé hyper intéressant pendant la pandémie, c'est que on avait on a eu énormément d'entreprises qui, alors qu'elles ont, lors du premier confinement, autorisé le télétravail, l'ont par la suite interdit. Et pour moi, c'est tout à fait révélateur du fait que le travail demandé à ces salariés n'était pas quelque chose de réel, puisque si ça avait été du travail réel, on peut facilement savoir si le travail est fait ou s'il n'est pas fait, que ce soit en télétravail ou que ce soit au bureau. Et donc, en exigeant des salariés qui soient présents sur le lieu de travail, pour moi, c'est vraiment l'aveu que le travail demandé n'est pas quelque chose d'existant, n'est pas quelque chose qu'on peut constater. Et donc, on est bien là encore dans le travail comme étant une espèce de théâtre où en fait chacun joue un rôle. Et il est tout à fait impossible de savoir si quelque chose a réellement été produit ou pas. Après sur la numérisation, je sais pas si on peut trouver une correspondance entre numérisation et bullshit job. Bon, en tant que journaliste, je travaille sur l'automatisation de la société. Et ce que je peux dire, c'est que il y a la numérisation, puisque c'est quelque chose que beaucoup de preneurs et preneuses de décision ne comprennent pas ou comprennent très mal. C'est extrêmement facile pour les charlatans d'arriver en disant j'ai une super formule qui va permettre de transformer la société et ça va être génial. Il suffit de me donner de l'argent. Et évidemment, c'est des charlatans, donc ça ne fonctionne jamais. Et pourtant, on a des dizaines et des dizaines d'exemples de tels bullshit qui sont là pour le coup facilités parce que dessus on met l'étiquette numérique ou depuis quelques années intelligence artificielle, ce qui fonctionne encore mieux. Le sophisme en mode AI. AI, Artificial Intelligence, c'est quand on le dit en anglais. Donc, écoutez, Nicolas, merci beaucoup pour cet entretien. Et donc, j'encourage tout le monde à aller investiguer de manière un petit peu plus précise ce qu'est un bullshit job ou une imposture à échelle. Et donc, de s'en prévenir parce que je pense que c'est assez commun. Et puis surtout, peut-être aussi de se réveiller soi-même si on se dit, bah, finalement, moi aussi, j'ai un bullshit job. Et donc, je pense que, en tout cas, je parle pour moi, je sais que ça, j'en ai eu pas mal et que c'est sûrement pas fini, mais enfin que le principal domaine dans lequel je suis, au moins ça, c'est pas du bullshit. Mais enfin, à part ça, entre-temps, il y a eu beaucoup d'exemples de travaux qui sont très révélateurs et très semblables à ce que vous décrivez. Donc, pour finir, je vais vous poser la question qu'on pose toujours à nos invités, qui est que justement, en particulier quand on a un bullshit job, mais sinon en général, vous Nicolas, votre weird sauce, donc votre sauce étrange pour passer une vie agréable, sensée, avec donc du sens, with meaning. Quelle est votre sauce étrange pour réussir une vie agréable? Bien, ce serait tout simplement de moins travailler. Personnellement, mon travail salarié est limité à 20 heures par semaine. Donc ça implique évidemment de vivre en adéquation avec ses ressources. Mais bon, j'ai la chance en tout cas de pouvoir le faire. Et donc avec le temps restant, je peux écrire des essais et faire de la recherche.
Merci à vous et on vous souhaite, bien sûr d'écrire, des choses aussi intéressantes que celle-là et qui nous permettent d'avoir une petite ouverture peut-être sur une partie sociologique de notre société qui est très difficile à analyser en temps réel et c'est bien d'avoir un peu de recul quelquefois sur un phénomène, qui en temps réel, peut nous dépasser. Alors je vous remercie et De rien. j'encourage, mes auditeurs à vous contacter et à vous lire. Merci. If this conversation stopped you in your track, share it with your network. You never know whose life you might change for the better. Thank you for listening. Stay curious about our next guest and stay curious about life.